à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis heureux d'accueillir un entrepreneur que je connais depuis presque 20 ans, Nicolas Sicaldi. Salut Nicolas. Salut à tous. Je vais te présenter en quelques mots avant de te poser la première question. Alors, tu es multi-entrepreneur, tu as participé à la création ou au développement de nombreuses sociétés. Tu es diplômé de Grenoble École de Management, dont tu as même fait partie de la toute première promotion. Tu as d'ailleurs été désigné en 2014 Gem Entrepreneur de l'année. Après l'école, tu as fait tes armes chez Capgemini et Apple avant de fonder ta première société en 1998. En 2004, avec ton associé Philippe et le soutien de BNP Paribas Développement, vous reprenez Ascendeo, une société spécialisée dans les accessoires pour la téléphonie mobile. Pendant 10 ans, vous développez la société jusqu'à un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros. Et en 2015, vous fusionnez la société avec le groupe Innovate. Aujourd'hui, tu accompagnes différentes startups dans des domaines variés. Alors, première question, Nicolas, pour toi, c'est avant de revenir sur le développement de tout le parcours d'Ascendeo, pourquoi vous avez fusionné Ascendeo avec Innovate? Et est-ce que c'était prévu et est-ce que c'était un objectif dès le départ? Alors, un petit peu d'éléments de contexte, en fait, avec mes 2 associés, puisqu'on était 3, donc Philippe, qui a été de la même promo que moi et mon épouse, qui a fait une petite école de commerce dans la région rouennaise. On a, racheté la société, donc il n'y était pas encore Ascendeo à l'époque, il allait devenir, parce qu'on n'avait pas le sentiment de pouvoir créer une société, from scratch. On D'accord? a trouvé, le dossier, au CRA, donc l'association des cédants et repreneurs d'affaires. Ouais. Et l'entreprise correspondait pas tout à fait à mes critères de recherche parce que je voulais une entreprise plutôt industrielle, je voulais un cédant ou des cédants qui partaient à la retraite et je voulais qu'elle soit profitable. Au bout du compte, on trouve une société qui fait de la distribution. Les cédants, ils étaient plus jeunes que nous, mais en revanche, ça a été profitable. Donc j'ai quand même proposé le dossier à mes associés et parce que j'étais convaincu que en fait, c'était un secteur sur lequel avait un potentiel de croissance à la fois en France et à l'international. Donc en fait, on n'a jamais eu comme objectif de vendre. Et notre ambition, c'était de devenir un acteur mondial du secteur. Et donc un projet qui pouvait nous occuper jusqu'à notre retraite ou à notre mort, et même au-delà, c'est-à-dire accéder à l'équipe qui pourrait prendre le relais une fois qu'on aurait passé la main. Mmh. Et du coup, tu peux revenir un peu sur les grandes étapes de développement de cette reprise jusqu'à la cession? Quels ont été, les grands caps, que ce soit en termes de salariés, de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des clients qui étaient des accélérateurs de business? Comment vous avez structuré la boîte dans ces différents caps? Voilà. Alors ouais, c'est effectivement un des éléments passionnants de l'aventure, puisque quand on a identifié ce dossier, on avait, avec toutes nos économies, à peu près 200 000 euros de cash, sachant que les cédants voulaient 4 millions d'euros. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité et activer de nombreux leviers pour financer ce LBO. Mmh. Donc on s'est entouré de façon très modeste, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens, uniquement d'un avocat qui était un ancien collègue d'Apple. D'accord. Et ensuite, on est parti sur un business plan qu'on a préparé pour le présenter à un certain nombre d'acteurs du monde financier susceptibles de nous accompagner. Assez rapidement, on a eu la chance de gagner la confiance d'un des directeurs de participation de BNP Paribas Développement, en lui présentant un business plan sur 7 ans. Donc, il a Ouais. dit, il a dit, déjà 3 ans, c'est pas mal, mais 7 ans, vous allez loin. En lui expliquant que pour boucler notre tour de table, comme on n'avait pas beaucoup de fonds propres, on
on aurait probablement dans notre capital un business angel russe. D'accord. Et que bien évidemment, au-delà de sa participation à lui, il allait falloir convaincre d'autres banques pour du non dilutif afin de boucler l'opération. Donc c'était quand même partir avec 200 000 euros de fonds propres et boucler une opération à 4 millions, tout en étant majoritaire, bien évidemment, à l'issue de ce process dans l'entreprise. C'était pas une gageure. Ça s'est fait. Ça a failli capoter parce que notre banque historique, qui était le Crédit Agricole, a refusé enfin, décliner une participation de 500 000 euros sous prétexte qu'on n'avait pas la garantie de la Sofaris. La Sofaris, D'accord. c'était une structure qui, à l'époque, allait devenir un des maillons de BPI France. Et donc, pour finaliser le deal, on a demandé aux cédants d'accepter non seulement de nous faire un crédit vendeur pour ce montant de 500 000 euros, mais aussi d'accepter un earn-out sur une durée de 2 ans avec un accompagnement qui permettait de rassembler et de rassurer les autres acteurs financiers. D'accord. Voilà, en gros, comment on a réussi à boucler l'opération. Et après, on va dire en termes d'accompagnement par rapport à l'évolution du projet, ça a été relativement simple. On a eu comme pour nous accompagner nos partenaires bancaires, Mhm. deux d'entre eux en particulier, et la BPI. D'accord. Voilà. Et du coup, après, dans la vie de la société en tant que telle, quand vous avez repris la société, il y avait combien de salariés? Combien de chiffres d'affaires? Comment vous avez fait évoluer cette société en 10 ans pour atteindre 70 millions? Quels étaient les grands caps? Comme tu Ah, disais tout ok. à l'heure, est-ce qu'il y a des clients qui ont été stratégiques, qui ont été des boosters? Ah bah en 10 ans, ouais, il y a de quoi raconter, je te confirme. Euh, alors, la société, il y avait 7 personnes et elle faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, et donc en 10 ans, on est passé de 7 à 180 personnes, dont 80 en France, 60 en Espagne, 80 en Espagne et 20 en Chine. Mhm. Et au moment de la fusion-cession, on va dire, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et 8 millions d'euros d'EBITDA. Donc D'accord. ça a bien travaillé. Pendant les 10 ans où j'ai co-dirigé Ascendéo, il y a eu effectivement plusieurs recrutements stratégiques dans différents domaines. D'accord. Chronologiquement, on va dire, le premier a été un DSI, Ok. qui en l'occurrence, vu la taille de l'entreprise, était un peu l'homme à tout faire de la technique. C'est-à-dire que bon, quand on fait des accessoires de téléphonie mobile, a priori, on se dit il n'y a pas grand-chose de technique, mais si, il y a des produits technologiques avec du Bluetooth, avec des choses comme ça, de la connexion avec des ordinateurs. Donc Olivier, c'est le bipède en question. Tout ce qui touchait à la technique, c'était son domaine, plus bien évidemment le système d'information. Pour nous, hein, on venait donc, comme tu l'as très justement rappelé, du monde de la techno, hein. Moi, Capgemini et Apple, et Philippe, Apple et Bull. Donc voilà, pour nous, le système d'information, ça ne pouvait pas être autre chose que la colonne vertébrale du business. Donc, d'où le recrutement structurant, rapide de quelqu'un pour s'occuper de ça. D'accord. Ensuite, le deuxième, ça a été notre premier directeur commercial, qui est ensuite devenu le directeur des opérations. Et en fait, c'était notre interlocuteur principal dans la filiale d'SFR, qui était notre principal client. D'accord. Et on l'a recruté au moment où on a gagné, contre toute attente, il faut bien l'avouer, l'appel d'offres d'SFR pour être son partenaire exclusif pour les accessoires à la marque SFR. Et quand tu dis que vous avez gagné un appel d'offres contre toute attente, tu pensais pas le gagner. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez gagné à ce moment-là? C'était justement le fait d'être très innovant, quelles ont été, Alors, quelles sont les...
contre toute attente, c'était plutôt tous nos concurrents, parce que Ouais, nous, quand on va quelque part, on y va toujours pour gagner, donc on espérait. Mais on était le petit poussé de la compétition. Euh, et il y avait en face de nous des gens qui travaillaient déjà avec tous les opérateurs. D'aucuns étaient déjà acteurs au niveau international. Enfin voilà, on était vraiment le petit poussé. d'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné? Je pense qu'on est arrivé avec une approche assez globale à 360 où on est allé au-delà des exigences que tout le monde jugeait déraisonnables d'SFR pour cet appel d'offres. Je D'accord. m'explique. Voilà, c'était un gros dossier, hein, le cahier des charges, et il y avait tout un tas d'exigences. Et le principal acteur du marché français de l'époque, donc qui était notre premier concurrent, et qui était déjà le plus gros fournisseur d'SFR, disait mais c'est du délire les gars, ils nous demandent des trucs alors qu'on est déjà leur principal fournisseur. Enfin, voilà, tout le monde disait que les exigences d'SFR dans ce cahier des charges, elles étaient démesurées. Ok. Donc nous, on n'a même pas remis en cause ça, parce qu'il y a un certain nombre qui se sont appliqués à essayer d'expliquer que ça, quand même, c'était pas très raisonnable. Voilà. Nous, on a répondu de façon extrêmement professionnelle, avec beaucoup de temps, en jouant sur tous les tableaux, l'équipe, les capacités de développement en Chine, enfin tout un tas de choses. Et on est arrivé avec à la soutenance, avec deux armes, entre guillemets, qu'on n'avait pas dévoilées dans notre réponse, et Mm. qui, à mon avis, ont fait la différence. La première, c'est qu'on est venu avec le directeur de participation de BNP Paribas Développement, qui n'avait jamais fait ça de sa vie. Quand je lui ai dit, vous allez venir avec nous et vous allez expliquer à SFR que vous êtes à nos côtés et que si on a besoin d'un appui financier plus important, eh ben vous serez là. Il m'a dit, mais Nicolas, on n'a jamais fait ça pour aucune de nos participations. Ben, j'ai dit, c'est le moment de commencer. Donc il est venu. Ouais. Et quand on a fini notre présentation, on a dit à l'époque au directeur des achats, au directeur marketing d'SFR, donc qui fait partie du jury, on leur a dit votre appel d'offres, il est vraiment super. Donc on est bien évidemment extrêmement motivé pour y répondre et pour être retenu. Mais on pense qu'en fait, il manque un peu d'ambition et vous devriez aller un cran plus loin et demander à vos fournisseurs d'accepter la reprise d'un vendu sur tous les produits. Et Ouais. là, les gars ont dit déjà que vos concurrents se plaignent qu'on est trop exigeant, mais si vous rajoutez cette dimension-là, ça devient du délire. Je dis, bah écoutez, on va pas vous dire qu'on est capable de le faire aujourd'hui, mais en revanche, je pense que c'est un objectif raisonnable à se fixer dans les années à venir et de faire en sorte que bah, vous puissiez ne prendre aucun risque sur cette activité qui n'est pas votre cœur de métier et donc vous vous contentez d'encaisser la marge sans prendre le moindre risque d'inventaire. Et je pense que ça a fait partie des éléments qui ont pesé dans notre balance, en notre faveur. Le petit poussé qui se met au-delà des exigences des grands acteurs du Exactement, marché. exactement. Si on en revient au recrutement stratégique, donc tu as donné déjà deux recrutements stratégiques que vous avez eus. Est-ce qu'il y en a eu Ouais, d'autres? ouais, effectivement. Ensuite, on a recruté 3 jeunes diplômés qui ont constitué, après quelques mois dans l'entreprise, un trio pour monter notre filiale en Chine et qui devait gérer en fait toute la partie sourcing. D'accord. Donc une jeune femme d'origine, enfin une taïwanaise, mariée à un Français, qui est devenue la general manager d'Ascendeo en Chine. Benjamin, qui lui était marié à une chinoise et qui est devenu rapidement notre directeur logistique en étant basé en Chine, c'est-à-dire qu'il pilotait l'ensemble de la logistique de la société, mais il était basé en Chine. Et enfin, Piotr, qui lui était un apatride d'origine russe, qui a été Ouais. naturalisé après son recrutement chez Ascendeo et qui est revenu en France après quelques mois pour prendre la direction de l'équipe développement produit. D'accord. Mais au final,
plus que des, on va dire, des recrutements, enfin, évidemment, c'est des recrutements structurants et puis c'est des gens qui ont particulièrement compté dans le développement de l'entreprise. Je pense que ce qui explique le succès, c'est la diversité des profils. Bon, Mmh. déjà, quand on voit les 3 derniers, on voit que c'est effectivement pas des gens forcément très classiques. Il y avait plus Mmh. de 15 nationalités, hein, dans l'entreprise. Il y avait tous les niveaux de formation. Il y avait des gens illettrés à la logistique. Et Mmh. il y avait bien évidemment des gens seniors avec des diplômes d'école d'ingénieur, d'école de commerce. Et surtout, une très forte cohésion d'équipe avec, uniquement des gens qui partageaient à 100% les valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que quand on discutait avec nos clients, ils nous disaient, on a vraiment le sentiment qu'on a affaire à des gens qui font partie d'une famille professionnelle. Mmh. On voit que des gens détendus, même quand les enjeux sont importants. Donc il y a une sérénité qui règne dans votre équipe qu'on trouve nulle part ailleurs. Là, tu anticipes un peu sur les questions d'après, mais effectivement, tu nous parles d'une forte culture d'entreprise. Et comment elle se matérialisait en dehors de ce que tu viens de nous raconter? Alors, pour nous, c'est vraiment, bon, c'est une tarte à la crème, hein, de dire Mmh. que c'est la chose la plus importante, Mais c'est vrai, mais c'est c'est vrai. important. Voilà, exactement. Et c'est d'autant plus vrai que quand on a, à l'origine du projet, dans nos discussions avec BNP Paribas Développement, on est tout de suite tombé d'accord sur quelque chose qui était que un projet et une idée moyenne avec une bonne équipe, ça avait plus de chances de réussir qu'une super idée avec une équipe moyenne. Ouais. Mais en fait, dans toute ma vie professionnelle, ça s'est vérifié. C'est-à-dire que la capacité à délivrer, entre guillemets, une certaine excellence opérationnelle, c'est beaucoup plus déterminant, donc c'est lié à l'équipe, hein. Ouais. C'est beaucoup plus déterminant que d'avoir des brevets ou d'avoir des assets. Je me souviens quand on a décidé de changer la marque historique de nos produits, Mmh. puisque à l'origine la société s'appelait Manhattan Cellular Accessoires et donc la marque c'était MCA. Mmh. Puis un jour on a dit ça sera plus MCA, maintenant la marque ça sera Movit. Et BNP nous dit mais attendez Nicolas, vous vous rendez pas compte, MCA vous êtes partout, vous êtes chez les opérateurs, vous êtes en distribution spécialisée, vous pouvez pas comme ça. Je leur ai dit Denis vous inquiétez pas, dans notre domaine la marque ça vaut rien. Si vous demandez à monsieur et madame Michu s'ils connaissent une marque d'accessoires de téléphonie mobile, même celles qui sont les plus connues pour des spécialistes comme nous, avec des milliards de chiffres d'affaires dans le monde, les gens ne connaissent pas. Donc ils ne connaissent pas MCA et donc ça n'aura aucun impact. Donc vraiment, c'est l'équipe qui fait tout. Et donc, alors nous, notre culture d'entreprise, c'était quoi ces principaux piliers? J'aurais tendance à dire, enfin, je résumerais ça à trois choses, trois valeurs. La confiance. Alors, il y a pas d'ordre, hein. Mmh. C'est alphabétique. La confiance, Mmh. l'équité et le plaisir. Mmh. On pourrait prendre un podcast pour chacun, pour décrire chacune de ces dimensions, hein. Donc, on va essayer C'est d'être. ce Je que vais tu essayer de confies en les. préparation, donc voilà. Ouais, 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 voilà. Je vais essayer de les illustrer avec quelques exemples. Typiquement, par exemple, la seule partie variable pour la rémunération des salariés dans l'entreprise, quelle que soit leur fonction, c'était la participation. Mmh. On disait aux gens, voilà, on construit les objectifs de l'entreprise ensemble, c'est-à-dire que les équipes participent à la définition de l'objectif de l'année suivante. Et après, ben, tout le monde se retrousse les manches pour faire le mieux possible et donc activer cette participation de façon à ce qu'on soit tous récompensés de la qualité de notre travail. Et donc ça, Et, même pour et, les équipes et commerciales? pour tout le monde. Et c'est hyper vertueux parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre de la pression sur les uns ou sur les autres. En fait, tout le monde sait que c'est l'efficacité collective qui va déterminer en partie sa rémunération. Et donc, si quelqu'un branle un peu dans le manche ou n'est pas à fond, bah, c'est les autres qui disent, dis donc,
là, faut que tu en remettes un coup, là, tu es en train de te ramollir un peu. Voilà, bon, c'est extrêmement vertueux de pratiquer comme ça parce que on n'a pas besoin de. Voilà, les gens ont leurs objectifs, ils les connaissent et en fait, chaque personne de chaque service doit bien évidemment s'occuper de ses objectifs, mais aussi se préoccuper de faire en sorte que ceux des services à côté atteignent les leurs et délivrent ce qu'on attend au final. Après, par exemple, le salaire minimum avec un an d'ancienneté chez Ascendéo, à 2010, hein, en 2010, c'était 1 850 euros au regard du niveau du SMIC aujourd'hui. Donc, on était Hmm. plutôt C'était pas- très bien disant sur les salaires les plus bas et un petit peu moins généreux sur les salaires des gens qui avaient des jobs plus intéressants, la capacité d'évoluer et dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et donc ça, c'était quelque chose qui était ouvertement expliqué aux gens au moment du recrutement. On leur disait, voilà, vous avez un super diplôme, vous avez de l'expérience, probablement que vous pourriez gagner 20% de plus ailleurs. Mais en fait, l'argent qu'on ne va pas vous donner à vous, ça va nous servir pour mieux rémunérer ceux qui ont des jobs moins intéressants et moins évolutifs. Et c'était quelque chose qui, du coup, qui crée, on va dire, l'adhésion de tout le monde. Bah, quand les gens acceptent de venir, Hmm. ils savent à quoi s'en tenir. Hmm. Et donc, il n'y a pas de débat. Je peux raconter une anecdote où un jour, notre contrôleur de gestion, qui était d'origine chinoise, enfin qui était chinois, au lieu d'envoyer le reporting trimestriel, il envoie un fichier Excel où il y avait en fait les salaires de tous les salariés de la boîte. Hmm. Donc il s'en aperçoit, il renvoie un mail tout de suite en disant surtout n'ouvrez pas le fichier que je viens de vous envoyer. Hmm. Donc bien évidemment, les gens l'ouvrent, sinon ils ne l'auraient pas ouvert. Et puis là, les gens m'appellent en me disant Nicolas, t'as vu ce qu'a fait Junfu? Je dis qu'est-ce qu'il a fait Junfu? Bah, il a envoyé le salaire de tout le monde. Je dis bah, ok. Donc, j'envoie un mail en disant bah, vous avez reçu le salaire de tous les membres de la société. Si ça pose un problème à quelqu'un, bah, surtout mon numéro est ouvert, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, puis l'affaire est passée, personne n'a jamais appelé, n'a rien demandé. Parce que tout le monde savait exactement comment ça fonctionnait, que la rémunération, elle n'était pas liée au sexe, à l'âge, à l'expérience et au diplôme, mais elle était liée à la contribution. Hmm. Quelle contribution j'apporte à l'entreprise? Et de ce fait, bah, quelle doit être l'évolution de ma rémunération? Cette contribution, d'ailleurs, elle avait deux dimensions. Il y a une dimension directe, c'est-à-dire quelle est ma performance par rapport à mon job et aux attentes de l'entreprise par rapport à mon job. Ça, c'est assez classique. Et une autre qui était moins classique, qui était une contribution indirecte, c'est-à-dire en quoi j'aide les autres à s'améliorer dans leur boulot. Et donc, je contribue à une meilleure performance globale en m'intéressant et en me préoccupant du métier des autres. Donc voilà, ça, c'était très important. Après, qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, on a été probablement une des premières sociétés à prendre en charge à 100% une mutuelle très généreuse pour l'ensemble des salariés. On a toujours eu, dans les différents bâtiments dans lesquels on a évolué, puisque en fait, l'entreprise a grandi, donc on a déménagé plusieurs fois, une grande cuisine et une salle de fitness, remise en forme, machin. Donc à la fin, dans le dernier bâtiment qu'on a utilisé, la cuisine était vraiment immense. Et dans la salle de fitness, il y avait tout ce qu'il fallait, rameur, machin, sauna. Le but du jeu, bah, c'était de pouvoir créer de l'interaction en dehors du cadre professionnel stricto sensu. Hmm. Bien avant la Startup Nation. Ouais, après, non, mais non, en fait, non, c'était des choses, enfin, typiquement, c'était des choses que moi j'avais connues chez Apple, hein. Hmm. Et j'avais trouvé ça vachement sympa. Et donc, je me suis dit, bah, ça faisait partie des éléments intéressants. Et donc, je l'ai repris. Puis après, il y avait quelque chose qui était aussi très important, c'était qu'on donnait la priorité aux salariés à chaque fois qu'il y avait une nouvelle création de poste. Donc c'était pas le principe, c'était de dire regardons en interne ce qu'on peut faire. Et moi, c'est ce que je disais toujours à mes équipes. Je leur disais si on est capable de faire sans recruter, soit en travaillant plus, soit en travaillant différemment, soit voilà, faisons-le parce que de Hmm. toute façon, c'est bon pour nous. Je vous rappelle Ouais. qu'en bout de course, on a un gâteau à se partager. Plus on est nombreux à se partager le gâteau, et plus les parts sont petites. Donc à chaque fois, il faut réfléchir à est-ce qu'il faut faire un recrutement ou est-ce qu'il faut gérer en interne. Hmm. Moi, je leur disais, moi, personnellement, j'adore recruter parce que c'est un nouveau talent, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise. Donc, c'est une nouvelle opportunité.
Voilà, maintenant, je vous laisse décider de là où on met la priorité. Et ça a donné lieu à des parcours, à des histoires intéressantes. J'en cite un, voilà, une fille qu'on avait recrutée, qui était bachelière, hein, qu'on avait recrutée à la préparation de commandes et qui est devenue successivement chargée d'administration des ventes quand on a créé le poste, puisqu'au démarrage, les commerciaux faisaient tout. Ils faisaient Mhm. le business plus l'administration des ventes. Hein, tout ça pour être bien en lien avec la logistique et savoir exactement ce qu'ils pouvaient promettre ou pas à leurs clients. Et qui ensuite est devenue la première et la seule supply chain planner de l'entreprise. Donc c'est elle qui pilotait l'ensemble des approvisionnements venant de tous nos fournisseurs pour garantir les taux de service de nos clients. Donc voilà, et cette fille-là, après, je l'ai poussée à faire une VAE, Mhm. donc à obtenir l'équivalent d'un bac plus 4 voilà, avant de quitter l'entreprise. Dans les recrutements stratégiques, tu as parlé de du DSI, donc pour les outils, et du directeur commercial, Mhm. enfin de votre premier directeur commercial. Comment vous aviez structuré les ventes, sachant que tu nous expliquais que les commerciaux n'avaient pas de part variable, enfin, ils avaient la même part variable en fait que tout le monde, vu que c'était la participation. Alors, l'organisation des ventes, nous, avec Philippe, on a toujours été vendeurs. C'est-à-dire Mhm. qu'on se partageait la moitié des clients, quel que soit le client. Il y en avait Mhm. un pour lequel Philippe était l'interlocuteur et l'autre, moi j'étais l'interlocuteur. Donc ça n'a jamais cessé. Ensuite, on avait fait, on a une approche qui était assez originale par rapport aux autres. C'était plutôt que de créer des équipes commerciales par secteur d'activité. Hein, nos concurrents, ils avaient des gens qui s'occupaient des opérateurs télécoms, des gens qui s'occupaient de la GSA, hein, des grandes surfaces Mhm. alimentaires, des gens qui s'occupaient de la GSS, des gens qui s'occupaient des indépendants, voilà. Bon. Nous, en fait, on est parti sur une approche en cluster, et dans chaque cluster, justement, on mettait un opérateur. Donc, il y avait un cluster dans lequel il y avait Bouygues Télécom, il y avait Auchan, il y avait Boulanger, par exemple. D'accord. Et la façon dont on vendait ça à nos clients, c'était de leur dire, ben, en vrai, Bouygues Télécom, SFR, Orange, vous êtes un peu des concurrents. Donc, plutôt que d'avoir une équipe qui est spécialisée dans les opérateurs, mais qui va avoir des informations sur vos deux autres concurrents, nous, on met on vous met une équipe qui va ne s'occuper que de vous comme opérateur. Et moyennant quoi, il y a aussi des opportunités d'apprendre des choses en matière de distribution d'un acteur de la GSA ou d'un acteur de la GSS. Donc ça nous Mhm. paraît plus intéressant pour vous de vous inscrire dans ce type d'organisation. Et, euh, et en fait, ça a très bien marché. Ça les rassurait. Et, euh, et il y avait effectivement des éléments de cross-fertilisation enfin, qui étaient pas négligeables. Au demeurant, pour revenir sur la dimension commerciale, sur les trois clusters qu'il y avait, hein, puisque un cluster, un opérateur, voilà, Mhm. puisque notre cœur de clientèle, c'était d'abord les opérateurs télécoms. On avait vraiment fait nos armes là-dessus. Après, pour des raisons qu'on explicitera plus tard, on a attaqué la grande distribution alimentaire, mais au démarrage, on voulait même pas travailler avec eux. Sur les trois directeurs de cluster, il y en avait deux qui n'ont jamais fait de vente de leur vie. Et comment on les amène à vendre Jamais. alors? Eh ben, en fait, on les amène à vendre en leur disant qu'ils ne font pas de la vente. On les amène à vendre en leur disant qu'ils font du conseil, qu'ils font de l'accompagnement, qu'ils font, voilà. Donc, on leur dit, bah, vous allez être, entre guillemets, le chef de projet, le chef de produit outsourcé de vos clients. C'est comme si vous étiez chez Orange ou chez Auchan ou chez Boulanger, acheteur, chef de produit, mais en fait, vous êtes chez le fournisseur. Et ça fait de vous des vendeurs, mais vous n'êtes pas des vrais vendeurs. Mais vous êtes des vrais Ah, vendeurs quand même. Parce que intéressant. bien évidemment, Ouais. ils avaient un objectif de chiffre d'affaires comme tout le monde. Voilà. Et Mhm. après, dans leurs équipes, il y avait plutôt des profils entre guillemets de vente. C'est-à-dire D'accord. que les Et toi, patrons de cluster, ils n'avaient pas forcément besoin d'être des, entre guillemets, des super vendeurs. En fait, ils se sont révélés être des super vendeurs,
mais justement parce qu'ils avaient une approche qui était totalement différente. Ap- Approche conseil versus approche directe. Et bah, approche conseil versus approche, il me faut une Hmm, commande, donne-moi la commande, voilà. ouais. Et dans le deuxième pilier que tu as dit tout à l'heure, dans le recrutement stratégique, c'était le DSI. Euh, comment vous avez fait évoluer en fait vos systèmes d'information interne? C'est quelque chose que vous avez construit, c'est quelque chose que vous êtes allé chercher. Il y a eu beaucoup d'itérations en fonction du grossissement de la société. Vous l'avez remis en question plusieurs fois. Ça s'est passé comment? Ah ouais, c'est un projet qui se termine jamais, l'évolution d'un système d'information. Parce que bien évidemment, comme tu l'as fort justement expliqué, en fonction, de la taille de l'entreprise, en fonction de l'ambition qu'on veut donner à notre offre de service. Parce qu'en fait, pour réussir, c'est pas, on dit OK, on est des distributeurs, donc on est des box movers. On a des produits, on les achète en Chine, on les vend en France, voilà, on les fait passer par notre entrepôt. En vrai, une des raisons du succès d'Ascendéo, c'est qu'on est allé bien au-delà de ça, euh, et que en tant que go-between, dans une chaîne de valeur où tu as d'un côté des usines qui fabriquent et de l'autre côté des distributeurs qui fournissent le produit au client final, c'est ta capacité à créer de la valeur ajoutée qui va faire ta pérennité dans le secteur. On est d'accord. Donc, on a développé énormément d'offres de services avec des choses extrêmement ambitieuses et qui sont spécifiques à une activité de B2B versus une activité de B2C. Ouais, Donc nous, notre objectif, hein, c'était bien d'être un pure player, c'est-à-dire on fait que des accessoires de mobilité, et d'être aussi un one-stop shopping, ce qu'on appelle un one-stop shopping. C'est-à-dire que notre mm, client devait être capable de trouver chez nous tout ce dont ils avaient besoin pour optimiser la marge de ce rayon dans leur activité. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est pas que des produits, c'est aussi une gamme de services. Alors en termes de produits, il faut entre guillemets des marques A, des marques B, mhm, notre marque à nous et même leur marque à eux. On aura l'occasion d'en reparler. ouais, Cette dimension-là, elle est très importante. Donc côté service, pour revenir au système d'information, bah, il fallait bien évidemment gérer le classique. Hein. Donc il faut mm. qu'il y ait une compta qui tienne la route avec un reporting où tu sais où tu gagnes de l'argent, comment. Bon, ça c'est la base. Hein. Ça c'est pas au carré, c'est compliqué. Mais ça allait beaucoup plus loin. En termes de logistique, on est allé jusqu'à proposer à nos clients ce qu'on appelait du VMI. Donc le VMI, c'est un terme barbare anglais qui veut dire Vendor Managed Inventory. D'accord. Et ça veut dire que ce n'est plus le client qui passe des commandes d'approvisionnement, c'est toi, le fournisseur, qui décide ce que tu vas livrer, point de vente par point de vente, en fonction des sorties de caisse quotidiennes que le client te déclare. D'accord. Donc on l'a mis en œuvre, la première mise en œuvre, c'était Bureau Valet. Bureau Valet, Mm, c'est des gens qui font, qui sont pas vraiment des acteurs de la téléphonie mobile, on va dire. mm. Donc ils considéraient ce business-là comme un métier de niche et ils voulaient prendre un minimum de risques. Donc on leur a dit, bah, écoutez, c'est très simple, on va vous mettre en place ce système de VMI si vous êtes capable de nous déclarer vos ventes en temps réel ou quasi temps réel, on va dire. Mhm. Moyennant quoi, vous avez aucun risque de stock, puisque nous, on fera évoluer les références et reprendre les références qui ne tournent pas en fonction de vos ventes. Donc vous, votre boulot, ça va être d'animer votre équipe commerciale avec notre aide pour qu'ils sachent un petit peu parler et vendre cette nouvelle gamme de produits. Mais vous n'avez pas de problématique de stock, vous ne mobilisez pas votre logistique, hein, vous n'avez pas de produits Mm. de ce type-là qui viennent traîner dans vos stocks, et vous n'avez pas besoin d'avoir des gens qui vont s'embêter à passer des commandes, on va le faire pour vous. Juste besoin de déclarer les ventes. Exactement. Donc, bah, c'est un système à base de règles, de voilà, Mm. il faut bien évidemment très bien maîtriser ton secteur d'activité pour être capable de proposer ça à ton client. Oui, mais on Hein, comprend aussi c'est-à-dire que analyser. avec ce que tu nous expliques là, on comprend que vous avez pu être
dans de l'innovation d'usage avec votre client SFR sur l'appel d'offres dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Alors ça, Ça, c'est arrivé après l'appel d'offres SFR, hein, parce que c'est quelque chose. Le VMI, c'est quelque chose que aucun autre acteur du secteur n'avait jamais proposé. hmm, On était les premiers à proposer ça. Ça a d'ailleurs aidé dans la partie développement international, ça a aidé notre partenaire néerlandais à gagner l'appel d'offres du Darty néerlandais ok. de façon assez facile parce qu'ils ont dit bah nous voilà on a une console VMI et voilà ce qu'on peut vous proposer. Voilà les Hmm, mecs ont dit ah bah ça c'est même pas dans nos rêves donc ok on y va. hmm. Et d'où l'importance du SI Voilà. aussi. Ouais. Ouais, ah ben ça Et c'est de bien le ça c'est maîtriser que du et de système bien le faire grossir. d'information. Ouais. Ouais. C'est que du système d'information. Dans la même veine, si on se projette encore un petit cran plus loin, on avait monté donc en Chine, dans le cadre de nos ambitions de développement international, une plateforme logistique qui permettait de livrer les clients en Europe, point de vente par point de vente. Donc par exemple, si on gérait 20 références pour boulanger, ben, en fonction des besoins de boulanger par magasin boulanger, ils nous envoyaient la commande et nous, on préparait la commande directement dans notre plateforme logistique en Chine pour livrer directement les magasins sans passer par les plateformes logistiques de Intermédiaire. boulanger. Voilà. Ça, donc c'était prévu, c'était géré informatiquement, c'était géré humainement, c'était voilà. On n'a jamais eu l'occasion de le mettre en œuvre parce que aucun client n'a pris le risque De faire ça. de faire ça parce que ça nécessitait quand même d'avoir un minimum de références garanties pour notre plateforme de façon à pouvoir le mettre en œuvre. Et si les gens référençaient 3-4 produits chez Ascendeo, ça ne justifiait pas. Hmm, Donc, il fallait quand même avoir une partie du linéaire relativement conséquente. ouais. Ça a été un élément qui nous a permis de gagner un gros appel d'offres, dont on reparlera plus tard. Hmm. Mais malgré tout, ça n'a pas été mis en œuvre. Et donc, Et en ça, c'est du 2000, SI. ouais, ouais. En 2015, donc du coup, vous avez grossi. Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était le moment en fait de regarder le marché et éventuellement de vous rapprocher d'un acteur concurrent ou partenaire? Alors, il y a eu plusieurs étapes hein, dans l'accélération de notre business. Et donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le succès nourrit les ambitions. Mhm. Donc, à chaque fois que tu crantes quelque chose, que tu arrives à faire quelque chose que les gens pensaient que tu ne pourrais pas faire, tu te dis, ah bah, on va aller plus loin, ah bah, on va aller plus loin, voilà. Donc, on a parlé de l'appel d'offres SFR, ça c'était important. De temps en temps, c'est pas une victoire, c'est un échec. Mhm. En l'occurrence, le deuxième grand tournant, vraiment majeur dans l'organisation, ça a été l'échec qui a été de l'appel d'offres d'Orange. D'accord. C'est un appel d'offres international, il y avait 50 candidats, plus de 50 candidats. On a reçu, on a connu l'existence de cet appel d'offres le jour où il fallait le remettre les réponses. Cet Orange nous D'accord. appelle, et donc là, je vois le téléphone, le nom de mon interlocuteur chez Orange qui s'affiche, et je lui dis, vous m'appelez, c'est super, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Parce qu'on ne travaille pas avec Orange, hein. D'accord. Et tout le monde nous avait dit que c'était impossible de rentrer chez Orange. Euh, et il nous dit, bah non, c'est pas super, je vous appelle parce que on n'a pas reçu votre réponse. Je lui dis, la réponse à quoi? Bah, la réponse à notre appel d'offres. Non, on n'a jamais reçu votre appel d'offres. Il avait fait une erreur dans notre adresse email, qui à l'époque était un peu compliquée, c'était manhattan-cellular.com. Mhm. Et donc, on n'avait pas reçu l'appel d'offres. Il nous a dit, bah là, vous avez 2 jours pour répondre. Alors que tous nos concurrents avaient eu un mois pour le faire. Donc, on bosse night and day. On envoie notre réponse. On est sélectionné pour le tour d'après et le tour d'après. Et on finit dans la shortlist des 6 derniers fournisseurs qui sont retenus pour une sélection de 3. On perd. Et les 2 raisons évoquées par notre interlocuteur, c'est un, vous êtes trop petit par rapport au potentiel de chiffre d'affaires qu'on pourrait vous confier. Dépendance économique, Voilà, classique. exactement.
Et deux, vous êtes franco-français alors qu'on a besoin de fournisseurs capables de nous suivre dans les différents pays dans lesquels on est, en particulier l'Espagne et la Pologne. Et là, on s'est dit avec Philippe, bon bah voilà, donc il faut rapidement euh, grossir. On l'a fait à la fois physiquement et d'un point de vue business, hein, mais bon, ça c'est une On paire de passe tous. manches. On passe tous, voilà, on y passe tous. Et devenir plus international. Et peut-être qu'on pourra revenir dessus après, ou on peut en parler maintenant, mais voilà. Donc, pour grossir, on a donc décidé d'accepter, entre guillemets, de travailler avec la grande distribution alimentaire, parce qu'on avait toujours refusé. En fait, notre engagement vis-à-vis de nos clients historiques, qui étaient plutôt les opérateurs et la distribution spécialisée, donc les Fnac, Darty et consorts, Hmm. c'était de leur dire, nous, avec nous, on vous garantit un niveau de marge. Donc, si vous respectez les prix de vente qu'on vous conseille, vous allez très bien gagner dans votre vie avec nos produits. Et donc, à chaque fois qu'un acteur de la GSA venait nous voir en disant on voudrait vendre votre marque, on leur disait vous voulez faire combien de marge? Ah ben 25%, ah ben non, c'est pas assez, les autres on leur donne 45%. Donc, on voulait pas qu'ils détruisent les prix pour être plus compétitifs, parce qu'en l'occurrence, ça les aurait pas du tout aidé à vendre plus. Ouais. Jamais personne ne va chez Carrefour ou chez Auchan pour acheter un accessoire de téléphonie mobile. Ça n'existe pas. On va acheter des coups de culotte, du coca, ce que tu veux. Et puis effectivement, on passe éventuellement devant le linéaire des accessoires de téléphonie mobile et là, on peut se dire qu'on va acheter quelque chose. Bon. Donc là, on s'est dit, OK, là, si on veut vraiment passer une étape en termes de chiffre d'affaires, il va falloir qu'on accepte de bosser avec ces gens-là. Et ça tombait bien parce que, en fait, c'est le moment où ils se sont dit que c'était idiot de ne pas essayer de maximiser leur marge et que vraiment ces produits-là n'étaient pas des produits d'appel. Hmm. Ouais. C'est pas la peine de casser les prix dans un catalogue en disant avoir le chargeur le moins cher de la planète, ça fera venir personne. Et donc c'est comme ça on a démarré ça. Et on a aussi lancé le projet d'internationalisation. Et donc là, avec la création d'une nouvelle marque, qui devait être partagée entre plusieurs acteurs européens, de façon à pouvoir dire à n'importe quel client pan-européen, ben voilà, monsieur le client, monsieur Orange, monsieur Vodafone, monsieur Telefonica, nous, on est capable de vous accompagner dans plusieurs pays. Donc, on a fait un tour d'Europe qui nous a fait sélectionner 3 partenaires dans 3 pays, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. En fait, on regardait Belgique, puis finalement, on a trouvé quelqu'un qui était plus motivé aux Pays-Bas, donc les Pays-Bas pour gérer le Benelux. Et on a lancé cette marque Moovit, qu'on a partagée avec nos autres partenaires, qui en faisaient leur marque numéro un, Hmm. avant leur marque à eux, ou éventuellement pour la remplacer, hein, comme ça a été le cas chez nous. Et avec comme objectif, clairement annoncé, de consolider par intégration, par build-up, Ouais. ce partenariat dans une société pan-européenne. Alors là, j'ai fait une digression sur le truc, parce que, Hmm. mais il y a eu euh, deux autres éléments assez déterminants au niveau commercial. Alors, je peux en parler rapidos si vous voulez, sinon on peut passer, c'est pas forcément important. Mais le troisième, ça a été quelque chose qui, en termes de notoriété, a fait monter d'un cran l'image d'Ascendeo, c'est qu'on a signé un contrat mondial avec Sony Mobile au Japon pour D'accord. fabriquer les housses d'origine Sony. D'accord. Donc, c'est sûr que à la fois d'un point de vue de la notoriété, sur les aspects juridiques, contractuels et sur la prise de risque financier qu'on était capable de faire par rapport à ce type de contrat, on a passé une étape. D'ailleurs, ça a été l'occasion d'une de nos plus belles frayeurs dont on reparlera peut-être. Bah, Et puis on en- le dernier événement majeur, qui était intéressant aussi à plus d'un titre, c'était un appel d'offres lancé par Auchan International qui visait à fournir 5 pays européens d'Auchan en accessoires à la marque Auchan. Alors, la marque n'était pas la marque Auchan à proprement parler, hein, ils avaient leur Hmm. marque propre pour ce type de Ouais. produit. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres sur toute l'Europe pour trouver leur partenaire pour faire cette gamme-là.
Donc, cinq pays d'Europe pour Auchan, ça commence à faire des volumes stratosphériques. Et donc, Et du coup, là, ouais, ouais, vas-y. là, la particularité, c'est que tous les acteurs sollicités pour cet appel d'offres étaient convaincus que l'appel d'offres était pipé et que Auchan allait faire travailler les spécialistes de l'accessoire, mais finalement allait donner le business à son importante équipe de sourcing en Chine. Parce que ces grandes entreprises-là, elles ont, voilà, Elles ont leurs elles équipes, ont ouais. des équipes. Eh oui, elles ont des équipes de sourcing qui sont assez conséquentes. En l'occurrence, Auchan, c'est pas qu'Auchan. Mm, C'est aussi boulanger, c'est aussi, bon, à l'époque, les synergies, nous, on leur a expliqué qu'il y avait plein de synergies à faire, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, mm. le potentiel était là. Et donc, tout le monde a dit, ce truc-là, c'est pipé. On va faire un feu d'artifice en matière de packaging, de merchandising, de tout ce que tu veux pour réussir à faire d'une gamme en marque propre un succès. Et au final, ils vont dire, ah, merci, c'est très intéressant, mais on va confier ça à notre équipe de sourcing. Et ce qui s'est passé, c'est que la finale, c'était Ascendéo et l'équipe de sourcing. Et là, D'accord. tout le monde rigolait en disant, bah voilà, t'es le dindon de la farce, c'est toi qui allais le plus loin, c'est toi qui as bossé le plus avec tes équipes, et tu vas te faire avoir, pour rester poli. Et là, on a sorti notre botte secrète. Donc, quand on est allé à la soutenance de notre proposition, c'était pas écrit dans la proposition, on leur a dit, bah voilà, on est ravis d'être les finalistes, et on a vraiment l'ambition d'être votre partenaire. Et pour matérialiser la chose, on vous propose de faire la reprise d'un vendu sur toute la gamme, à votre marque. Et là, le patron de l'équipe de sourcing, il a dit, bah, moi, je suis incapable de faire ça. Forcément, lui, il achète dans des usines à droite, à gauche, en Mm, Chine, il consolide, et puis après, il bazarde, mm. il livre. Les autres ont dit, mais vous êtes capable de mettre ça contractuellement? Bah, bien sûr, si on vous le propose, c'est pour le mettre dans un contrat. Et on a gagné l'affaire. Et donc, du coup, là, en parallèle, vous êtes dans la construction du build-up européen. Mais on voit bien Le que build-up européen, il était déjà fait là. Enfin, ouais, il était déjà fait. Bah, c'est la première, c'est ouais, ce qui vous exactement, permettait de répondre exactement. et de La, répondre de façon la globale. première étape, voilà, exactement. La première étape du build-up européen, elle était. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, c'est même pas Auchan France qui nous a Mm, sollicité, parce que Auchan France ne voulait pas bosser avec nous. ouais. Ils étaient noyautés par notre concurrent qui avait une sorte de facilities management en fait du rayon. Et donc, on a appris par l'Espagne qu'il y avait cet appel d'offres. Et donc, on est arrivé en disant toc toc, coucou, on aimerait bien participer à votre appel d'offres. Mais du coup, Et d'un build-up européen sur lequel vous répondez de façon opérationnelle, ça se termine par une fusion avec un groupe. Et qu'est-ce qui a généré en fait? Est-ce qu'il y a un élément qui a généré ce rapprochement? Ou est-ce que ce rapprochement, c'est à l'initiative, enfin, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient des autres? Quelles ont été les motivations? C'était pour répondre à des appels d'offres encore plus gros? C'était quoi? alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2013, on a matérialisé une première étape de notre build-up européen en rachetant le partenaire espagnol, 51% en cash et 49% en titre à Sendeo. D'accord. Et en 2014, notre partenaire italien il décide de vendre sa boîte à un grossiste IT italien qui s'appelle Esprinet, donc un monstre qui fait 1,5 milliard ou 2 milliards de chiffre d'affaires, plutôt que de rejoindre, comme c'était prévu, le team Ascendeo. Mm. Et au même moment, le partenaire néerlandais, qui lui était passé, on a débuté entre guillemets, ce partenariat pan-européen en 2008, quand on a créé la marque Movit. Mm. De 2008 à 2014, il est passé 2,5 millions de chiffre d'affaires à 25 millions et sa marge nette, c'était 2,5 millions. Et là, il nous dit, bah moi les gars, je veux bien rejoindre, mais je veux des meilleures conditions de valorisation de ma boîte. Or, les conditions, elles avaient été fixées à l'origine. On avait dit, bah Ouais. voilà, quand vous allez rejoindre le groupe,
on va faire EBITDA fois 6, plus le cash, moins les dettes, et ça fait la valo de votre boîte. En gros. Ouais. Et lui, il nous dit, ah non, non, mais moi, vous avez vu la performance que j'ai eue, vous voyez les chiffres que je sors, pas question que je me contente de ça, je veux plus. Et là, le Corse un peu têtu que je suis a dit, no fucking way. Je lui ai dit, Chang, c'est pas possible. Parce que sinon, n'importe qui, et en plus de ça, la croissance que tu as connue et la marge que tu as générée, tu as pu le faire grâce à nous. On t'a servi de banquier, on t'a servi d'ouvreur de porte chez les opérateurs télécoms. T'es très bon, mais si tu n'avais pas fait partie du consortium Ascendéo, tu n'aurais jamais pu faire ce développement-là. Donc on va pas payer deux fois. On a déjà beaucoup contribué à ta réussite, donc c'est non. Et le deal a capoté. Et ça a été tellement loin qu'on a même fini par donner la distribution de la marque Movit à son principal concurrent qui était basé en Belgique, sur le Benelux. Donc, de partenariat, ça s'est transformé en guerre. Et là, ça donnait quand même un gros coup d'arrêt au développement pan-européen parce que voilà, on avait l'ambition d'être partout en Europe. On était déjà en train d'étudier des marchés hors d'Europe. Je m'occupais plutôt de la partie Asie et Philippe s'occupait plutôt de la partie nord-américaine. Donc, on avait identifié des boîtes au Japon, des boîtes aux États-Unis pour compléter, entre guillemets, la team. Et on se dit, ah bah là, on prend un sacré coup derrière les oreilles parce que il y en a 2 sur 3 qui viennent de nous claquer dans les pattes. Et ça prend du temps quand même, hein. Ça se fait pas en 15 Ça, de jours. toute façon, ça prend du temps de construire un partenariat, de l'animer, de le gérer, et puis en plus, pour qu'à la fin ça n'aboutisse pas, c'est une déception. Ah voilà. Voilà, c'était, bah, et puis, et voilà, et on était en train de réfléchir à la façon dont on pouvait faire mieux les prochaines étapes, parce que forcément, si on laisse le temps aux gens de s'acclimater, hein, voilà, ça, toi, il s'était passé 6 ans entre le début du truc et les premières fusions, enfin 5 ans pour la première et 6 ans pour les autres. Donc on a dit, il faut qu'on accélère. Et pour accélérer, il faut des moyens. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire à un partenaire, OK, monsieur le partenaire au Japon, on vous file tant de millions pour 51% de votre boîte tout de suite, et le complément dans tant d'années. Voilà. Donc vous restez le patron de Ascendio au Japon. Vous me mettez dans la poche un chèque qui fait la moitié de la valeur de votre boîte à un instant T. Et puis, après, on la développe. Et le deuxième chèque, il est toujours sur la base des multiples qu'on a évoqués. Donc, si l'entreprise se développe bien, ça vous fait un deuxième chèque qui est beaucoup plus gros que le premier. Donc, pour ça, il fallait des sous. Et de façon complètement hasardeuse, on a été approché par Innovate qui nous expliquait que eux, ils étaient le numéro 1 ou le numéro 2 français de la distribution de smartphones et d'objets connectés, et qu'ils voulaient compléter leur offre avec des accessoires de téléphonie mobile. Ils avaient deux options. Une, c'était de le développer en interne, et ils pensaient qu'ils avaient toutes les ressources pour le faire bien et vite. Et la deuxième, c'était de nous racheter. On leur a dit, alors si vous lancez cette activité, ça nous fait pas peur, hein, parce qu'on s'est coltiné des gens bien plus gros que vous avant. On était devenu numéro 2 français. Notre objectif, moi j'ai toujours dit, je vais devenir numéro 1 mondial en étant numéro 1 nulle part. D'accord. Comme ça, chaque pays est un outsider. Et quand on est un outsider, on n'a pas le même comportement que quand on est un leader. On se bat plus, on réfléchit plus, on essaye d'être créatif, on fait plein de choses qu'on fait moins quand on est numéro 1. C'est psychologique, c'est comme ça. Donc je disais à mes équipes, moi je veux qu'on soit numéro 1 mondial en étant numéro 1 nulle part. Et c'était pas difficile, hein, parce qu'il n'y avait pas Ouais. d'acteur, même un acteur réellement pan-européen, ça n'existait pas. Donc devenir numéro 1 mondial, c'était pas trop compliqué en l'occurrence. Bon. Donc j'explique à Innovate que bon, s'ils veulent faire leur gamme d'accessoires, ils peuvent, mais que nous, on n'est pas à vendre. En revanche, après un ou deux rounds de discussion, j'explique à mes associés, je leur dis, Innovate, c'est de presque 300 millions de chiffre d'affaires. Le patron d'Innovate,
c'est un excellent communicant et il a une particularité, il a un savoir-faire particulier, c'est qu'il sait charmer les investisseurs et les financer. Et donc, c'est peut-être un bon plan de s'associer avec eux et d'être capable rapidement de lever des fonds pour déployer notre stratégie d'internationalisation. Mmh. Votre modèle nécessite, enfin, en fait, le partenaire industriel devient l'accélérateur de de votre vision industrielle. Et exactement, voilà. Par les moyens Mmh. auxquels on peut accéder grâce à à cette nouvelle taille. Et voilà. Donc, j'explique ça au patron d'Innovate. Au début, il est un peu réticent, mais il comprend que sinon, je ne vendrais pas. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Là, la méfiance et la paranoïa qui doit animer tout créateur d'entreprise Mmh. a été un peu endormie. Et donc, il finit par dire OK, et on y va. Et donc, on boucle assez rapidement l'opération, qui était flatteuse, hein, parce que Mmh. la valorisation d'Inno- d'Innovate à l'époque, c'était 100 millions, la nôtre, c'était 50 millions. Donc, bon, sachant que Stéphane Bobot était actionnaire unique d'Innovate, il avait à lui Mmh. tout seul 60% du capital, et tous les autres actionnaires, dont BNP Paribas et nous, on avait les 40% qui restaient. D'accord. Et très rapidement, on boucle une levée de fonds de 24 millions d'euros, dont une partie devait servir à payer la deuxième moitié de l'achat de l'Espagne, D'accord. et le reste à investir pour justement des dossiers de croissance externe dans les différents pays sur lesquels on avait jeté notre dévolu. Et concrètement, entre le début de vos discussions et la concrétisation du deal, c'est combien de temps? Et qu'est-ce qui, dans ce processus de rapprochement, t'a le plus, comment dirais-je, surpris? Est-ce que tu as eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises, des choses sur lesquelles l'acquéreur était demandeur, auxquelles tu n'étais pas préparé, des questions? Comment s'est passé après l'intégration aussi? Le système d'information qui était très présent chez vous, est-ce que de l'autre côté, c'était la même chose? Il faut que je fasse ça en une minute, hein, c'est ça? Parce que là, il y en a pour une heure. Euh, Entre le début des discussions et le closing, j'ai plus tellement. Enfin, Voilà, à part ça, que c'est pas très. c'est reparti. On a donc, tu étais en train de nous expliquer que il y avait eu entre 6 et 9 mois entre le début des discussions. Vous êtes fait accompagner par et d'un côté un avocat que tu connaissais et de l'autre côté par quelqu'un qui était spécialisé dans les fusions-acquisitions qui était en indépendant. Et face à vous, vous aviez l'artillerie lourde. Voilà, de Brian Garnier, donc un cabinet spécialisé dans les fusions-acquisitions, qui était Mm. partenaire historique en fait hein, de Stéphane Bobot dans ses opérations. Mm. Euh, et le budget Brian Garnier, c'était 10 fois le budget de mon équipe, de mes deux artisans. Donc Ouais. on s'est dit, chacun paye sa part. Hein. C'est pas, on mutualise pas les dépenses et puis on les sépare pas. Mm. Donc, Mm. bon, il y a eu évidemment des allers-retours qui ont fait qu'il y avait un peu de tension. Comme on n'était pas, comme on vendait pas contre un chèque, moi j'étais détendu, hein, si tu veux, j'étais très ferme Mm. sur mes éléments de négociation. Il y avait des choses sur lesquelles il était hors de question Parce de qu'à la transiger. fin, hein, pour le réexpliquer aux auditeurs, donc vous avez vraiment fusionné, donc échangé les titres Ascendeo contre des titres Innovate. Exactement, euh, et donc du coup, ouais, c'était juste un calcul de parité dans ce que vous deviez faire. C'était beaucoup exactement, moins compliqué qu'autre chose. exactement. C'était de dire combien vaut Ascendeo, combien vaut Innovate. Ok, bon, dans le nouvel ensemble, l'actionnaire unique d'Innovate aura 60% du capital Mm. et tous les autres actionnaires d'Ascendeo, BNP Paribas Développement, les personnes physiques, avec 40. Ça, Et pour autant, vous avez dû négocier des garanties actifs passifs, j'imagine? Et ça s'est passé comment sur cette partie-là? ouais, il y avait des, ouais, bah, ça s'est bien passé parce qu'en fait, ça c'est, moi, j'ai toujours été convaincu que le business de la téléphonie mobile, enfin du smartphone, avait aucun intérêt. Il n'y avait pas de marge, mobiliser des grosses sommes. Donc je me disais qu'il raconte, que même si la valo est pas bonne, et pas la vraie, compte tenu de ce Mm. business-là, c'est pas très grave
parce qu'on a un tel potentiel de création de valeur sur l'accessoire au niveau mondial que dans quelques années, ça aura disparu. Donc en fait, je me foutais de leur valo. C'était pas mon problème. C'est la tienne qui était importante. Ouais, voilà, c'était la capacité de lever des fonds Mm. rapidement et de déployer notre stratégie de façon à ce que quelques années plus tard, on fasse quelques centaines de millions d'euros en accessoires de téléphonie mobile Mm. et on se foutait du smartphone. Mm. Et pour toi, par rapport à ce deal de rapprochement, quel est le pourcentage qui dépend de la préparation que tu as pu avoir et de le pourcentage de succès, hein, de la préparation que tu as pu avoir et de la façon dont vous aviez organisé la société? Alors, la façon dont on a organisé la société et puis, le track record, c'est forcément l'élément qui est attractif par rapport à Mm. celui qui vient de solliciter et qui veut soit te racheter, soit accepter, le partenariat. Mm. Donc c'est fondamental. C'est-à-dire Mm. que regarder le parcours qu'on avait eu, comment on était, structuré, typiquement, on leur a démontré, dans les discussions que notre système d'information, il nous coûtait 10 fois moins cher que le leur. Mm. Donc on leur a dit: savoir faire beaucoup avec peu d'argent, c'est important. Mm. Et en plus de ça, le nôtre, il était plutôt meilleur que le leur. Donc, D'accord. dans les discussions, on leur a dit, vous nous imposez pas le vôtre, ou en tout cas, le jour où on a un système d'information unique, c'est quelque chose qu'on a décidé d'un commun accord, et il faut prendre le meilleur des deux mondes et pas le plus petit dénominateur commun pour abat. D'accord. Voilà. Donc, voilà, la préparation, c'était pas plus que ça. Après, nous, on avait nos dossiers, on avait notre agenda. Le but du jeu, c'était vraiment de laisser de l'autonomie à chacune des entités pour faire son business, développer sa stratégie. Donc on lève des fonds, on a une enveloppe, avec cette enveloppe, on affecte l'enveloppe au développement de chacune des entités. Et en l'occurrence, les fonds levés devaient servir quasiment exclusivement au développement de l'activité accessoire de téléphonie mobile, parce que c'était une activité avec des marges bien plus Plus intéressant. importantes. Un euro investi dans Mm. l'accessoire de téléphonie, ça rapporte beaucoup plus de marge qu'un euro investi dans du smartphone. Je comprends. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Voilà. Comme diraient d'autres, c'est une autre histoire. c'est Mais du c'est- coup, c'est- voilà, ouais, c'est ouais, la fin de l'histoire. ouais, c'est la fin de l'histoire. Comment vous avez communiqué aux équipes le fait de ce changement enfin, de ce rapprochement, sachant que toi, tu avais une culture bien particulière et notamment par rapport à ce que tu expliquais sur les valeurs de la société et qui n'étaient pas forcément partagées en face. Et comment rapprocher la culture, les valeurs et ce mode particulier de rémunération de tout le monde d'équipes qui ne sont pas forcément dans cette approche-là. Ah oui, alors ils m'ont expliqué que animer une force de vente avec zéro variable, c'était n'importe quoi. Enfin bon. Nous, dans notre culture d'entreprise, on faisait des réunions trimestrielles dans lesquelles on parlait de la vie de l'entreprise. Donc on réunissait tous les salariés, on parlait de la vie de l'entreprise et on faisait un point particulier sur l'intéressement justement, en disant Mm. voilà quels sont les critères, voilà où on en est. Voilà. Et les questions étaient très ouvertes, les gens pouvaient parler de tout et de n'importe quoi. Donc, tous les salariés étaient au courant de nos ambitions, de là où on était, des grosses affaires, de l'avancée des discussions avec nos partenaires. Et donc, quand l'affaire avec l'italien et le néerlandais sont apparus, on a dit bon, ben voilà, pas de bol, voilà ce qui s'est passé. Et quand on a été approché par Innovate, on leur a dit voilà, il y a une alternative, elle est intéressante. Euh, voilà ce qu'on envisage de faire. Donc Et vous avez les toujours été gens, dans la transparence en fait. toujours, avec tout le monde. Du gars à la préparation de commande au directeur financier, on a toujours été dans Mm. la transparence. Et on a dit, de toute façon, comme on n'est pas à vendre, et vous le savez très bien, on va transiger sur rien. Notre culture d'entreprise, nous, on veut rester, entre guillemets, indépendant. Hein, donc, on va bénéficier d'un certain nombre d'atouts liés à l'effet de taille, voilà, mais on va pas fusionner tout de suite les logistiques, on va pas, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même Mm. problématique. Donc, on va continuer le développement de l'activité accessoire, on va devenir toujours de plus en plus gros, de plus en plus international, et voilà. Et donc, on reviendra sur rien de ce qui fait nos spécificités. Donc
vais pas te dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude hein, quand on Mmh. a annoncé ça, parce que les gens ont quand même compris. On leur a dit, bah, dans le nouvel ensemble, les autres, ils ont Ils sont plus 60%. gros. Ouais. Non, mais ils ont la majorité. Parce Mmh. que plus gros, c'est quelque chose, mais ils ont la majorité. Mmh. Et bon, pour le salarié lambda, comme ils nous font confiance et qu'ils savent qu'on est droit dans nos bottes, ils se disent, ouais, bon, ok, c'est pas si grave que ça. Et moi non plus d'ailleurs. En fait, il se trouvait que tout le monde connaissait la réputation du patron d'Innovate et elle n'était pas flatteuse sur tous les sujets. Et ça générait des interrogations légitimes, à la fois chez nos conseils, chez nos salariés, chez nos clients, Mmh. avec lesquels on discutait. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce truc-là? Et moi, la réponse était, bah, c'est un garçon intelligent, il n'est pas bon pour tout, mais il a certainement envie de gagner de l'argent. Et quand il va comprendre que le meilleur moyen de gagner de l'argent et de valoriser son entreprise, c'est que l'activité accessoire de téléphonie mobile se développe bien, ça va bien se passer. Et ça, c'était une grosse erreur d'analyse. Il y a des gens dont l'ego est plus important que la volonté de réussir. Et tu dirais que ça, c'est la plus grosse erreur d'analyse que tu as faite, sur ton aventure entrepreneuriale? Il n'y a pas photo. Ouais. C'est toujours les plus grosses erreurs que tu fais, c'est toujours des erreurs humaines, enfin Mmh. d'évaluation Mmh. des autres parties prenantes. Ouais, on a fait d'autres des conneries, voilà, mais oui, c'est bien évidemment, c'est 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 une double, c'est une double claque, c'est de se dire j'ai failli dans l'évaluation de la personne, alors que tu considères que ce qui fait ta force, c'est justement savoir bien évaluer les gens et constituer des équipes Mmh. qui réussissent, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Et deux, effectivement, de croire qu'on peut raisonnablement faire changer l'état d'esprit de quelqu'un sur des bases chiffrées, objectives, raisonnables, alors que finalement, peut-être que le moteur, il est complètement autre. C'est l'ego, c'est le paraître, voilà. Et donc Et là, dans le processus, tu as pas eu de moment de doute par rapport à ça? Où tu as voulu croire, toi enfin, tu t'es laissé charmer, tu as voulu croire, bah, que j'ai ça trop cru dans mon analyse que, compte tenu des doutes que j'avais sur la personne, on arriverait à le changer pour faire en sorte qu'on soit bien sur, voilà. Donc il y a eu une hésitation, c'est ce que j'évoquais à un moment, il y a eu une hésitation de son côté, dans le fait de pas nous racheter, donc nous mmh, faire un gros chèque et nous dire: «Vous dégagez, on prend la mmh, boîte et puis vous partez avec votre oseille», et d'accepter le partenariat. Et cette hésitation, elle aurait dû m'inquiéter plus qu'elle ne m'a inquiété. Et d'accord. j'aurais dû être moins confiant sur ma capacité à, à lui vendre notre vision par rapport à la sienne. Euh, et bon, il a bien su faire hein, de ce côté-là. Mmh, Donc très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à discuter de la valorisation de certaines cibles, il a commencé à dire: «Ah non, c'est trop cher, on fait pas». J'ai dit: «Mais non, mais c'est pas le prix, mmh, c'est débile, il faut regarder le potentiel». Aujourd'hui, bah, par rapport à ce que la boîte fait, c'est un peu cher par rapport aux abacs du marché. Mais en revanche, avec le potentiel qu'elle a, la société, avec ce qu'on est capable d'amener nous, ça va être une super opération. C'était exactement, enfin l'exemple type, c'était l'exemple néerlandais. Chiffre mmh, d'affaires multiplié par 10 en 6 ans. Le chiffre d'affaires de l'année du début égale la marge nette oui, de ouais, l'année 6 ans après. Alors ici, on fait ça, même moins bien que ça, avec toutes les entreprises qu'on intègre, ça va être phénoménal, la création de valeur. mmh, Donc, faut pas s'inquiéter. Donc là, il a commencé à nous mettre des bâtons dans les roues sur ça. Et bah, alors moi, avec le calme et la sérénité tu connais chez mes compatriotes corses, qui te définit. je suis rapidement monté au créneau en disant que là, c'était pas tout à fait ce qui était prévu et que ça commençait à me chauffer. Et là, Et l'argument fatal est arrivé, mais Nicolas, j'ai 60% du capital à moi tout seul, c'est moi qui décide. mmh, Ah ouais, c'est vrai. ouais.
Au final, ton plus gros regret, c'est quoi? D'avoir pas vendu et d'avoir fusionné? Ou d'avoir pensé de t'être fait confiance et d'avoir pensé que tu pouvais le changer? Non, mon plus gros regret, c'est plutôt le fait d'avoir pas pu donner à mon équipe ce qu'elle attendait et ce qu'elle méritait. En fait, Je on comprends. avait un potentiel incroyable. Tout était, tous les indicateurs étaient bons. On devait, avec la stratégie qu'on avait mis en place, devenir un acteur majeur de ce métier au niveau international, avec toutes les opportunités que ça représente pour tout un chacun. Euh, et donc, ça, c'est vraiment la chose que je regrette. Parce que, et d'ailleurs, ça a été, et il y a eu des conséquences à ça, parce que moi, très rapidement, au bout de 6 mois, je suis parti. Hmm. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que la tournure des événements, j'ai réuni l'équipe de direction et je leur ai dit, voilà, il y a deux approches possibles. Soit on va au clash, mais dans ce cas-là, on fait la grève. On arrête de vendre, on fait, voilà, on explique à Innovate que ça va leur coûter une blinde, parce qu'on va arrêter de bosser. Soit on courbe les chines, et puis on attend et on essaye de voir si on va pouvoir remonter la pente. Et malheureusement, à l'unanimité, y compris mon associé Philippe, ils ont dit on courbe les chines. Et là, j'ai dit ok, ben, vous courbez les chines, mais moi je m'en vais. Donc je suis parti. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu bien évidemment une prise de contrôle totale. Hmm. Donc Philippe, qui est resté, se voyait dépouillé de ses prérogatives de décision. Il y a eu du harcèlement moral sur un certain nombre de collaborateurs que Innovate ne voulait pas garder, dont mon associé et épouse, qui était la directrice financière. Et ce harcèlement moral, ça s'est terminé par un certain nombre de burn-out dans mes Hmm. équipes. Et ça a été vraiment la partie très difficile. Et objectivement, c'est le truc que j'ai toujours pas digéré et que je pardonnerai jamais. Ça se comprend. Et du coup, c'est presque ça le plus gros impact sur ta vie personnelle de cette aventure Alors, entrepreneuriale, c'est qu'elle se termine comme ça, avec des impacts sur les personnes qui t'entourent. ouais, c'est ça. Bah, en fait, les gens les plus impactés, c'est pas moi, parce que bon, moi, je suis parti. En partant, je me suis posé un certain nombre de questions. J'ai retrouvé un autre projet entrepreneurial passionnant dans un domaine complètement nouveau, l'agriculture verticale, donc avec une équipe à créer from scratch. Donc, je me suis éclaté professionnellement encore plus que si Hmm. j'avais probablement continué. Voilà. Mais en À faire revanche, la même chose. les dégâts collatéraux ont été dans mon entourage, ça a été. Et D'accord. aujourd'hui, dans les satisfactions, c'est que bon, il y a 80% des salariés d'Ascendéo qui sont plus dans l'entreprise, hein. Et Hmm. encore, maintenant, c'est probablement 90%. Mais quand on fait une soirée des anciens, ça revient de tous les côtés. Parce qu'on fait les soirées des anciens régulièrement. Et les gens, enfin bon, voilà, Ce qui est un malgré point de tout, satisfaction. Ouais. bah voilà, il y a une équipe de 3 salariés qui est partie un an après, dont le directeur des opérations, un des directeurs de cluster, un des commerciaux, voilà. Ils ont monté une boîte concurrente Hmm. et 5 ans après, la boîte concurrente, elle va atteindre les 15 millions d'euros, elle est profitable et elle taille des croupières à Ascendéo. Et ça, Hmm. paradoxalement, alors que je suis toujours actionnaire d'Ascendéo, c'est une de mes plus grandes satisfactions. Hmm. Dans les dernières questions que l'on avait à te poser, euh, tu penses c'est quoi la qualité principale, qualité et la compétence principale d'un entrepreneur? Ouh. Hmm. J'ai mon idée, mais Euh, voilà.
Eh ben, moi pas. Non, enfin, non, je sais pas. D'abord, en fait, on peut pas. Je pense qu'il peut pas y avoir de jugement absolu parce que ça dépend des ambitions de l'entrepreneur. Tu as des gens aujourd'hui, tu rencontres des gens, ils sont entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent lancer quelque chose, ils veulent que ça marche très vite, ils veulent revendre et ils veulent devenir très riches. Mmh. Bon, bah, pour faire ça, il faut certaines qualités. Ouais. Moi, c'est pas ma vision de l'entrepreneur. Donc Mmh. forcément, c'est pas les mêmes qualités qui vont être mises en œuvre. Moi, ma vision de l'entrepreneur, le vrai, c'est quelqu'un qui va prendre, enfin, créer ou prendre une entreprise à un stade de développement, qui va l'amener un peu plus loin pendant qu'il la dirige, qui va ensuite la transmettre à des gens qu'il a recrutés et qui vont être capables de l'amener encore plus loin. Voilà. Ça, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, dans le cadre de cette vision-là, forcément, les qualités sont peut-être pas forcément les mêmes que dans le cadre de la jeune start-up qui va lever des fonds rapidement et qui va faire un exit, s'en mettre plein les poches et puis voilà, et puis aller à autre chose. Voilà, bon, donc, alors, ceci étant dit, si j'en viens à l'entrepreneur que je suis, Ouais. euh, je pense que la qualité, il y a deux qualités principales et elles sont valables pour l'entrepreneur comme pour les gens de son équipe. C'est un, la capacité à créer la confiance. Il y en a trois. Ouais. Et ça s'appuie sur un certain nombre d'autres choses, hein. On a parlé d'équité tout à l'heure. Voilà, Mmh. l'équité, ça me paraît quelque chose de fondamental. L'équité, c'est aussi bien dans le management de l'équipe que dans le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne de Ouais. valeur. D'accord. Moi, j'expliquais, je me battais avec mes clients pour leur dire, mais là, vous me demandez 20 centimes de remise sur tel produit. 20 centimes, c'est la marge de l'usine qui fabrique. Donc, je ne vais pas étrangler mon fournisseur pour que vous gagniez 20 centimes de plus sur un produit sur lequel aujourd'hui vous gagnez 14 euros. Mmh. Vous voyez, c'est déraisonnable. Donc, ce souci d'équité, ça m'a toujours guidé. Donc, c'est du win-win-win. Il faut que ce rôle de go-between dans notre activité de B2B, elle prenne en considération aussi bien les partenaires en amont et les partenaires en aval. Et pour faire ça, il faut effectivement que les gens aient confiance en toi et qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient conscience d'être dans un écosystème dans lequel ils participent tous à la création de valeur et que cette création de valeur, elle doit être partagée équitablement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qui me paraît fondamentale, et c'est celle que je mets en numéro un à chaque fois que je recrute, hein, c'est ce que j'appelle la fiabilité. Mmh. C'est-à-dire que pour que quelque chose fonctionne, il faut qu'on puisse compter les uns sur les autres. C'est-à-dire que si tu me dis, Nico, je vais faire ça, bah, il faut que tu le fasses. Tu fais ça. Parce que toute l'équipe s'organise autour en fonction des engagements des uns et des autres. Donc ta performance collective, elle peut être mise à mal si dans ton équipe, il y a des gens qui ne sont pas fiables. Et Mmh. pas fiable, c'est dire on va faire 100% de croissance. Ah, ok, super, on va faire 100% de croissance. C'est toi qui décides. Hein. Ouais. Puis finalement, tu fais 20% de décroissance. Mais quand tu dis que tu vas faire 100% de croissance, tu crées un environnement pour les faire. Donc, tu embauches des gens pour y arriver, tu mobilises des financements, il y a plein de choses. Tu prends des engagements vis-à-vis de tes fournisseurs. Si au bout du compte, tu fais de la décroissance, ça met une grosse pagaille. Et l'inverse est vrai aussi. Tout à fait. Si tu dis je vais faire 100 et que finalement tu te retrouves dans une situation à faire 150, tu dis mais non, c'est pas bon. Parce que 150, ça met tout en tension. Tu vas Incapacité faire péter la de logistique, tu vas faire mmh. péter les finances, tu vas faire péter les fournisseurs. Donc non, il faut être fiable. Et cette fiabilité, elle se construit. On n'est pas fiable du jour au lendemain, on n'arrive pas. C'est maîtriser les outils, maîtriser le champ concurrentiel, maîtriser tout un tas de choses. Mais l'obsession, ça doit être d'être fiable. Donc, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable, bien évidemment, pour le patron en numéro un. Mais moi, ma fiabilité, elle dépend de la fiabilité de mon équipe. C'est-à-dire que je suis Complètement. capable de prendre un engagement si je sais que derrière moi, je peux faire confiance. Donc voilà, je dirais que après, bah, faut être vendeur. Pour revenir au cœur du sujet de Scale to Sale, Mmh. euh, mon boulot, c'est de la vente en permanence. Je recrute, je vends. J'ai besoin d'argent, je vends. Je vais chercher un fournisseur, je vends. Je vends mon projet, je vends mon équipe, je Pas vends. de croi pas de Voilà. croissance sans vente. Ouais.
Et c'est la difficulté d'ailleurs de certaines entreprises où dans la direction, il n'y a pas un vendeur au sens positif du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va bien évidemment embarquer les équipes, embarquer les fournisseurs, convaincre les clients. C'est pas chercher une commande, c'est Ouais. vraiment, on vend une aventure, on vend un projet, on vend des perspectives. Donc ça me paraît être effectivement, on peut difficilement se passer d'un profil comme celui-là dans une organisation qui a des ambitions. Et de temps en temps, il y a des gens qui l'oublient. Des gens qui disent, ben, bon, attends, techniquement, je maîtrise le truc, voilà, le reste, la vente, c'est facile. Non, la vente, c'est pas facile. Ça se saurait. Parce que, Dernière question, parce que c'est une vraie question quand on scale, et c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire, c'est comment tu expliques à un collaborateur qu'il n'est pas le collaborateur qui sera le manager de demain, ou si son aspiration ne correspond pas à la croissance du projet. bah, quand on revient sur les éléments de la culture d'entreprise qu'on a évoqués, tu as déjà la réponse, en fait. Moi, quand je recrute quelqu'un, je leur dis, parce que je suis toujours en première ligne sur le recrutement. C'est-à-dire que même pour recruter un, un préparateur de commande, le premier entretien, c'est moi. Toujours. Et cet entretien, c'est j'explique ce qu'est l'entreprise, où elle est aujourd'hui, d'où elle vient, où elle va et comment elle fonctionne. Donc tout ce qu'on a évoqué en matière d'évaluation de la rémunération, de contribution et de choses comme ça. Donc le cadre général dans lequel une personne va évoluer, il est très clair. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc tu arrives avec tes attentes et moi je t'explique en quoi l'entreprise est un bon réceptacle par rapport à tes attentes. Et moi je t'explique les miennes et donc théoriquement Mmh, tu dois dire il y a un bon match. Si on voit qu'il y a un mmh, bon match, on recrute. Sinon, on recrute pas. On s'associe pas. Donc, une fois que ça c'est fait, il peut se passer deux choses. L'entreprise change, donc elle évolue et potentiellement elle n'offre plus les mêmes perspectives, ou le collaborateur change. mmh. C'est pas la même chose. Et si, et si Euh, les deux ne changent, et si les mais deux ne changent pas à la c'est des même choses vitesse, à prendre en compte. c'est là où il y a un hic. Et où voilà où il y a un décalage, voilà. Mais là, à partir du moment où il y a transparence, où il y a franchise, moi, je cite toujours l'exemple, je leur dis, moi, j'ai jamais négocié une seule fois une augmentation de salaire. Et si un de mes collaborateurs négocie une augmentation de salaire, c'est que j'ai pas bien fait mon boulot. Pourquoi? Il y a deux possibilités. Soit il la mérite. Et dans ces cas-là, j'ai pas été capable, Mmh, augmentation de salaire ou évolution d'ailleurs, hein, c'est ouais, la même chose. Pour revenir à ta question fondamentale, je veux devenir manager, je le nomme pas manager. Donc il y a deux possibilités. Soit je me suis, enfin, dans tous les cas de figure, je me suis trompé. Soit je lui ai pas donné suffisamment de signaux pour qu'il comprenne que, bah, dans l'organisation actuelle de l'entreprise, dans le cadre de son développement, c'est prématuré ou il n'a pas les qualités et il ne veut pas le faire. Soit il mérite de le faire et je ne l'ai pas bien eu et dans ces cas-là, je me suis gouré. Donc, comme on est dans une entreprise de croissance, d'accord. puisque scale, c'est tu te développes. Donc théoriquement, la Mmh, croissance génère des opportunités. Après, bah, il suffit d'être extrêmement factuel sur le fait que les opportunités qui sont générées, alors soit elles correspondent pas, enfin, on a mis de nouveaux outils en place et puis on pensait qu'il allait falloir un directeur de l'administration des ventes, mais il n'y a plus besoin de directeur de l'administration des ventes. En fait, chaque personne à l'administration des ventes est autonome et ça se gère tout seul. Et dans ce cas-là, bah, désolé, mais il n'y a pas de poste de directeur d'administration des ventes. Donc, si tu veux devenir un directeur de l'administration des ventes, on va t'aider, mais à le faire autre part. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'aidais les gens à préparer leur CV, éventuellement leur proposais des formations, et on leur disait, ben, il y a un truc génial qui s'appelle la rupture conventionnelle. Donc, euh, voilà, où tu peux commencer à chercher quelque chose qui te convienne mieux, où tu seras mieux payé, où tu auras ta promotion, voilà. mmh, Donc ça, c'est une des options. Il peut y avoir aussi une option où, ben, effectivement, c'est le collaborateur qui part un petit peu en live et puis
s'imagine qu'il peut devenir calife à la place du calife. Et là, on lui dit, bah non, désolé, mais ça va pas. Donc si vraiment c'est ce à quoi tu crois, bah, la porte est là. On va faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, mais il faut partir. Donc ça n'a jamais été un problème. En fait, mon problème, ça a été plutôt de proposer des défis à des gens pour lesquels ils ne se sentaient pas forcément taillés. C'est-à-dire? Plutôt des questions de confiance, Donc c'est de leur dire, j'ai confiance en toi. ben, ce poste-là, il est pour Mmh. toi. Nicolas, j'ai jamais fait ça, tu te rends compte? Je dis, ah, mais t'inquiète, on est là pour t'aider, on va t'accompagner, mais je pense que tu peux le faire. Bon, c'est arrivé dans les deux sens, mais les cas les plus compliqués, ça a été plutôt ça. Ça a été plutôt de dire à des gens, mais tu acceptes de J'ai prendre des confiance, ouais. responsabilités. Et puis alors après, il y a un autre. Voilà. Après, ça dépend des entreprises, hein, parce que bon, nous, quand tu es dans une entreprise de distribution qui fait du B2B, c'est particulier. Mais moi, j'explique dans les autres entreprises qui n'avaient pas ce profil-là, en particulier comme Futuria, je leur ai dit, mais le management, c'est pas le Graal. Il y a des gens, ils ont des qualités naturelles parce que c'est beaucoup de soft skills. Non, il faut pas arrêter, il faut pas oublier d'avoir quelques hard skills quand même parce que Il y a que à un ça. moment on parlait tellement de soft skills qu'on a l'impression qu'il n'y avait plus que du comportemental, qu'il y avait tout. Voilà, bon, il faut arrêter les conneries. Excusez-moi du mot grossier. Donc c'est quand même beaucoup de soft skills. Donc il y a plein de gens qui ont une extrême valeur ajoutée pour l'entreprise et qui seront jamais des managers. Et ce Mmh. qu'il faut, c'est qu'ils le comprennent très vite. Si tu commences par dire tout le monde sera manager, et puis manager, en fait, c'est le Graal, c'est la récompense suprême, bah forcément, tu crées des frustrations. Donc moi, je dis toujours aux gens, mais des managers, en fait, il en faut le moins possible. C'est ça qui est important. C'est moins il y a de managers, mieux on se porte. Et moi, mon boulot de super manager, c'est de prendre le moins de décisions possible. Si j'ai bien fait mon travail, je prends jamais de décision. C'est les autres qui décident en dessous. Et éventuellement, Mmh. si le commerce et le produit n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faut un arbitrage. Ok, allez, allez-y, donnez-moi votre truc. Bon, bah, je pense que ça, c'est plutôt. Mais sinon, voilà, moins je prends de décisions, Je meilleur je suis. partage. Je pense que c'est une bonne, conclusion. Moi, je prends des décisions, meilleur je suis. Voilà. C'est ça résume, pas mal de choses et c'est une vision que je partage beaucoup. Bon, voilà. En tout cas, bah, Nicolas, merci beaucoup sur ces témoignages. C'était très enrichissant. J'espère que les personnes qui écouteront ce témoignage à travers les différentes plateformes sur lesquelles on va le diffuser partageront ce constat. Je te remercie de t'être prêté à l'exercice et puis surtout, à bientôt. Eh ben, écoute, merci de cette sollicitation. Et si jamais parmi les gens qui écoutent votre podcast, il y en a qui veulent aller plus loin et en discuter, eh ben, je vous, je vous laisse sans problème leur donner mes coordonnées pour qu'ils me sollicitent. Bah, avec plaisir. Ma passion étant autant d'aider les autres entrepreneurs que d'entreprendre moi-même. Bon. Eh ben, écoute, en tout cas, Nicolas, bonne continuation sur tes prochaines aventures et puis à très bientôt. Merci.